Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la Foire du Livre, bienvenue au Forum des lecteurs. On est ensemble pour une rencontre avec monsieur Philippe Sella, monsieur Jean-Pierre Pagès, auteur du livre Gueule du rugby. Merci messieurs d'être avec nous, bienvenue à Brive. Merci de votre accueil aussi, qui est un accueil généreux. C'est très très agréable d'être ici. Je vois qu'il y a un monde, c'est la folie. C'est la folie. Ces journées sont vraiment extraordinaires. Merci aussi au public qui est venu nombreux pour assister à cette rencontre. On va commencer avec Jean-Pierre. Évidemment, tu es l'auteur de Gueule de rugby. Parle-nous un petit peu donc c'est le tome 4 que tu viens présenter. Tu présentes le tome 1, 2, 3 aussi, en marge de la Coupe du Monde. Explique-nous un petit peu la genèse de ce projet. Alors la genèse, en fait, c'est ce visuel-là, Gueule du rugby. Alors c'est pas le tome 1, le tome 2, le tome 3, le tome 4, c'est le tome historique. C'est une idée commune avec Éric Blanc, qu'on connaît aussi, un Racing Man, et puis qui a fait pas mal de choses dans le rugby. Et moi, je suis de Toulon. Comme on dit, personne n'est parfait. À Toulon, c'est aussi... Toulon Tu es de Toulon. Je suis de Toulon, moi. Hein. Et c'est vrai qu'on n'aimait pas trop les Agenais à cette époque-là. Un peu cher. Et évidemment aussi, comme à Agen, comme à Brive, le rugby, c'est quand même une religion. Et de tout petit, évidemment, Mayol, le rugby, les Herero et puis toutes les générations qui se sont succédées. Ce rugby, on l'a dans la peau. Et je me suis dit, à travers toutes mes expériences professionnelles, j'ai été journaliste pendant quelques années à Radio France, j'ai été après dans la publicité, je me suis toujours dit, il fallait faire quelque chose à un moment donné pour mettre en avant ces hommes, ces légendes, mais ces équipiers, ces joueurs de rugby à travers quelque chose. Je ne savais pas trop quoi au départ. Et puis je me suis dit, mais quand on voit les gueules de rugbymen, on s'aperçoit qu'il y a tout sur leur visage. Leur joie, leur peine, leur défaite, leur victoire, leur stigmate parfois. Alors Philippe, il en a pas trop. Il est encore... Ça veut dire quoi, du coup, Philippe, ça veut dire quoi que tu t'échappais un peu, Philippe? Non, c'est pas ce que ça veut dire. Non, il était loin des avants. Hein, donc, et puis, on touchait pas Philippe Sella. Ça, c'est vrai. On n'osait pas le toucher, quoi. En fait, j'ai reçu quelques plaquages quand même. C'est pas mal. Hein. Une fois, contre Agen-Mont, juste pour une anecdote, on fait un match avec Agen à Agen-Mont. Et il y avait un troisième ligne, là. Il me met une cartouche, là. Lançament. Non, pas l'ensemble, c'était son collègue. Ah ouais. Mais tu as une belle cartouche, tout ça, et je perds je respire plus, quoi. et j'entends, oh, t'es pas tombé sur une clé à molette, là. Et en fait, c'était un mécano, quoi. Donc le gars, j'ai compris après, tout ça, mais bon. On a quand même bu un coup ensemble après, quoi. C'est ça qui est génial aussi, c'est le rugby. Bon, on en parle souvent, mais la réalité, on le vit aussi dans ce côté, le terrain, et puis hors du terrain après, on se retrouve avec ce côté de convivialité. Alors, même si j'avais pris un bon pet, là. Jean-Pierre, tu le disais. Non, mais quand même, faut laisser parler la légende. Jean-Pierre, tu le disais sur une gueule d'un rugbyman, on voit tout, on voit toutes ses émotions. On voit tout plus que dans un autre sport. Alors pourquoi ? Parce qu'évidemment, il y a le combat, mais il y a également cette hypersensibilité d'un joueur de rugby, ces sentiments qui sont toujours à fleur de peau. Et moi, je l'ai constaté à travers toute mon aventure. La première, en 2015. Mais on a rajouté dans la nouvelle collection 2023 joueurs pour 2023, ces 4 tomes, la dimension vidéo. Alors il y a le portrait, mais on a aussi cette discussion presque au coin du feu avec chacun d'entre eux. Une discussion très intimiste où on était seul face à face dans un endroit clos avec une petite lumière et on parlait pendant 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes. Il y a des grands bavards. Philippe est un grand bavard. On est allé jusqu'à 50 minutes avec lui. Sébastien Chabal, 1 heure. Et on arrive, après cette relation aussi, il y a la confiance, à dire des choses qu'on n'a jamais dites à un moment donné, parce qu'il y a cette petite bulle, cette petite lumière, et puis
Voilà, pendant 1 heure, on dit des choses sur la carrière, sur l'après-carrière. Ça, c'est aussi un problème pour beaucoup de joueurs de rugby. Sur les joies, les peines, les défaites, etc. Et tout ça pendant entre 20 et 1 heure de temps. Donc c'est un mélange de portraits et de témoignages vidéo. C'est ça qui fait que ce nouveau concept, grâce à un petit QR code sur chaque portrait, donne une dimension à la fois historique, artistique et sportive évidemment dans ce projet. Philippe, ça fait un peu confession. Il y a effectivement ce côté portrait, et puis après on est un peu seul face à la caméra, face à Jean-Pierre, face à ses équipes. Alors le Chabal, on disait quand on s'est retrouvés, il m'appelle le prêtre. Parce que c'est la confession de tous les mecs, c'est le prêtre. Donc voilà, c'est... T'as un peu ressenti ça aussi, Philippe, ce côté confession, on se met un peu à nu face à l'objectif aussi, parce que là il n'y a pas de... T'es sans phare, sans maquillage, de se mettre un petit peu à nu là. Oui, il faut faire travailler un petit peu la mémoire dans ce temps. Bon, dans mon cas, ça me fait vraiment beaucoup de bien. et donc, ce sont des moments qui sont juste extraordinaires parce que c'est vrai que quand on a été joueur, on parle du passé et de tout ce passé qui nous a construit aussi dans notre vie parce que... Quand on parle du sport, là on parle du haut niveau, mais on commence par l'école de rugby. Et il y a ce côté où on apprend beaucoup quand on est déjà petit, quand on est adolescent, on absorbe encore un peu plus tout ce qui est peut-être bon, moins bon, etc. Donc avec les éducateurs, je tiens à le dire, il y a vraiment du bon boulot qui est fait dans les écoles de rugby, justement avec ce rapport enfant et éducateur. Donc, et ensuite, derrière, quand on parle de rugby aujourd'hui, on parle des valeurs. Alors, on s'en vante souvent, c'est vrai, mais c'est vrai aussi qu'il y a cette éducation qui fait partie de l'éducation d'un jeune homme, d'une jeune fille, avec les parents, avec à l'école, l'instruction, mais aussi donc ce côté associatif et ce milieu-là qui est privilégié pour avoir des échanges. On parle de collectif dans le rugby, mais oui, effectivement, sur le terrain, mais aussi en dehors. Pour un exemple perso, j'étais un grand timide, un très très grand timide. Grâce au jeu, au rugby, donc jouer, prendre des initiatives sur un terrain avec le ballon, eh bien, j'ai pris confiance aussi dans la vie active. Et c'est ça aussi qui est bon dans cette des disciplines. Et donc on se retrouve avec donc des coéquipiers parce que là je suis parti sur un secteur d'information, mais j'ai perdu la question. Mais la réponse était très bonne quand même. Mais ouais, c'est vrai. La question de base était... Je m'en souviens plus non plus. Non, non plus. C'était sur le côté confession. Ah oui, c'était sur le côté confession. Oui. Moi j'ai adoré, j'ai adoré ces moments de rencontre, de revenir, de penser, de repartir en arrière. Et c'est là où on se rend compte qu'on a été privilégié, mais de ce privilège, il y a aussi ce que tu dois entreprendre, ton comportement à l'intérieur d'une équipe. Enfin, il n'y a pas que l'aspect extérieur, il y a aussi le soi dans un groupe. Et on se rend compte qu'on a vécu différents événements en club, en équipe nationale, préparation de Coupe du Monde qui ont duré pour certaines des mois, enfin 2 mois, ou ce qu'on n'arrivait jamais à faire avant, parce que dans le rugby amateur, il fallait passer du temps aussi dans les entreprises, parce qu'on travaillait tous, alors avec des boulots très différents les uns aux autres. Moi, j'étais dans l'enseignement dans un premier temps, j'avais la disponibilité, j'avais cette chance-là pendant un certain temps, ce qui m'a permis de pouvoir faire du rugby. Enfin, il y a des choix, des fois, que l'on fait aussi qui nous arrangent un peu pour le truc. Et donc, oui, ce sont toutes ces confessions, ces moments, revenir en arrière de ce qui a été fait dans les préparations de Coupe du Monde. Moi, je me souviens des petits... Alors, je ne sais pas si ça y est vraiment dedans encore, mais certainement se rappeler de Auch. Pourquoi Auch? Parce qu'il y a eu une préparation de Coupe du Monde où on s'est retrouvés en dehors des terrains. On était au bar, tu vois, on était dans des endroits qui rassemblent
qui permettent aussi d'échanger, discuter, de prendre confiance. En fait. Mais tout ça, c'était avec Jacques Froud, donc ça représente un certain nombre d'années. Ouais. Mais ce sont des moments qui ont marqué, qui après nous ont amenés vers Saint-Lary-Soulan, par exemple. Et là, on est allé sur l'autre terrain, le terrain de jeu, où on a passé beaucoup de temps aussi pour répéter des différentes actions, gagner en qualité technique aussi. Voilà, en fait, il n'y a pas que le terrain, il y a aussi tout ce qui se passe autour. Et donc, des fois, ça peut être au bar, effectivement. Alors, on peut user, mais pas abuser. Il faut faire attention. Alors, ça m'embête quand je dis ça, parce que dans Lot-et-Garonne, on a le vin de Buzet aussi, qui est pas mal quand même. Donc, même si c'est un vin régional. On a quelques bons vins aussi en Corrèze, Jean-Pierre. Je voulais juste dire une chose quand on parle de confidence ou confession. C'est exactement ça. Il y a ce feeling qui passe avec quasiment 99% des joueurs. Et quand on se retrouve avec Philippe Sella, il y a des choses qu'il dit à travers la caméra qu'il ne dit pas dans la vie. Philippe Sella, on le connaît parce que par sa bonne humeur, tout le monde l'aime, il aime tout le monde. Et dans la confession, il dit certes, j'aime tout le monde, mais il y a 3 ou 4 mecs où ça n'a pas passé, et à un moment donné, il se livre. Quand Chabal dit je ne sais pas pourquoi, je suis une légende. J'ai jamais été je dis pas que j'ai été le meilleur joueur du monde. Je suis une légende. J'ai fait 2 plaquages stratosphériques. C'est pas de ma faute si tout le monde. Je suis une légende. Donc il y a beaucoup aussi d'émotions, comme je vous disais tout à l'heure. Sur 10 joueurs que j'ai rencontrés, il y en a 5 qui pleurent. L'émotion est à fleur de peau. Il y a des sentiments, des images, je ne sais pas si ça te le fait, des images à un moment donné qui remontent, et là, il y a un trop-plein. Il y a des joueurs, 30 ans après, ils disent, tiens, c'est le moment, je vais dire des choses, je l'ai gardé pendant... c'est presque une séance de psy, au-delà d'un exercice journalistique. Ce que je ne suis pas, j'ai été journaliste mais je ne le suis pas, donc il y a un autre ton, il y a une autre ligne éditoriale dans la relation avec les joueurs. Jean-Pierre, tu as fait plusieurs clubs, près d'une trentaine de clubs, tu as évidemment été à Agen, tu es venu à Brive, on est à la Foire du Livre de Brive. Raconte-nous, tu as passé quelques jours ici, tu as rencontré plus de 80 joueurs. Oui. Qu'est-ce qui t'a marqué ici lors de ton passage au CAB ? L'accueil déjà, l'accueil des brivistes, il est extraordinaire. J'ai été mieux accueilli à Brive qu'à Toulon, qui est mon club. Comme on dit, nul n'est prophète en son pays. Mais non, l'accueil briviste est extraordinaire. Je suis venu 2 fois à Brive sur des séances d'une semaine à chaque fois. Donc j'étais accueilli par le club. J'étais aidé par l'association des anciens joueurs brivistes, avec Thierry Van de Putte qui a organisé tout ça, avec Max également, et avec l'accord du club. Et c'est un travail, je dirais, à 4 mains, qui fait que nous, on avait établi une liste de joueurs, mais localement, il y a des joueurs qui comptent, qui passent à travers les radars, nous, sur le plan national, parce qu'on ne connaît pas tous les joueurs, et on s'aperçoit que c'est un travail harmonieux qui fait qu'on est avec des joueurs aussi locaux qui ont marqué le club, qui n'ont pas marqué nationalement le rugby, mais qui ont marqué le club. Et c'est tout aussi important pour nous de rencontrer un Jean-Luc Joannel qu'un joueur qui a joué peut-être 1 an à un niveau national, mais qui n'a pas été tout le temps titulaire. Donc c'est ça le rugby aussi. Pour qu'une légende soit une légende, il faut qu'il y ait un équipier qui lui passe le ballon. Et c'est cette image-là que nous voulons à chaque fois démontrer. Et au-delà du ballon, comme on dit... on s'était dit, notre leitmotiv pendant ces 4 ans, c'est que le ballon est un bel alibi pour parler des hommes. Et c'est ce que nous avons fait pendant ces 4 ans. Et on a été enchantés parce que des rencontres à chaque fois extraordinaires. Et à Brive, des rencontres extraordinaires à travers l'histoire de Brive, les années 60, avec aussi ses finales perdues, et toutes ces finales perdues évidemment, les années 70, quand elle est un peu moins bien dans les années 80, et ensuite évidemment cette Coupe d'Europe et toute cette génération dorée avec
Brive, le rugby français ne peut pas vivre sans l'esprit briviste, ça je le dis. Alors il faut vite remonter en top 14 les amis. On parle de sportifs, de souvenirs, de bons souvenirs. Philippe, Agen a été une grande place forte du rugby. Brive l'a aussi été, c'est un peu moins le cas en ce moment. Agen est 7e de Pro D2, le CAB est 8e de Pro D2. J'ai envie de profiter de ta présence Philippe, on parle de valeurs, d'authenticité et de souvenirs. Est-ce qu'il y a encore de la place dans le rugby français pour des villes comme Agen, comme Brive ? Je pense que oui, parce qu'effectivement, avec l'arrivée du professionnalisme, mais on parle davantage d'argent, on fait l'argent pour qu'un club soit très bien structuré, mais il y a aussi le côté joueur où il y a des dépenses évidemment par rapport à la masse salariale. Et donc dans des villes moyennes, c'est un peu plus complexe, ça, il faut le reconnaître. Mais je dirais un mais. Le mais, c'est que dans un département, il y a des clubs phares. Brive est un club phare de département. Agen est un club phare aussi dans la Corrèze ou dans le Lot-et-Garonne. Et donc avec les clubs qu'on appelle les clubs amis aussi, bien souvent, qui sont les clubs amateurs, il est important de garder des liens forts pour connaître les joueurs, connaître tous les joueurs, savoir qu'il y a des joueurs qui doivent développer des compétences qui ont un niveau au-dessus des autres, et pour les développer, il faut qu'ils arrivent à jouer dans des compétitions qui sont au-dessus. Il y a d'autres joueurs qui jouent au club phare, mais qui n'arrivent pas à passer le cut, comme on dit dans d'autres sports, et donc qui peuvent jouer en national ou en fédéral. Et donc c'est là où il doit y avoir toujours des bonnes relations. Ça, ce sont des échanges qui doivent exister. Ensuite, nous sommes des clubs de terroir, vraiment, de terroir. Et jouer avec le terroir, c'est important. Du terroir, évidemment, que s'il y a un partenariat national, international, c'est une complémentarité qui est encore bien plus forte, évidemment. Mais c'est vrai que les grosses métropoles que sont du côté de l'Île-de-France, Lyon, ou du côté de Marseille, même si on ne parle pas de Marseille, mais Aix-en-Provence, aujourd'hui, qui est un club émergent, Toulouse, Bordeaux par exemple, Lyon, tout ça, oui, ce sont des grandes villes où il y a des moyens supplémentaires, mais le moyen c'est une chose, mais après l'organisation. Et dans cette organisation, il y a effectivement tout ce qui n'apparaît pas, mais qui est important, c'est dans un club, toutes ces équipes qui amènent à ce qu'il y ait un maximum de joueurs qui puissent jouer au meilleur niveau. Donc tout le monde ne va pas réussir, évidemment. C'est pour ça que le lien, il est important entre les différents clubs. Ça a toujours plus ou moins existé. Ça dépend du lien, de la relation, du savoir. Mais si on n'a pas ça, c'est un peu plus complexe. Voilà, on a besoin de vivre une aventure sportive entre les clubs professionnels et amateurs en amont, pour qu'il puisse y avoir une cohérence sur le niveau des joueurs, amener à ce que chaque joueur puisse jouer à son meilleur niveau. Le rugby français a besoin de cette émotion personnelle et aussi dans une équipe, quoi. Le rugby français, selon toi, a besoin de villes comme Brive, comme Agen, pour pouvoir avoir ce côté un peu très hétéroclite? Oui, mais bien sûr, ils ont besoin d'avoir ces villes-là qui amènent des joueurs vers le plus haut niveau, qui amènent une dynamique dans la ville, dans l'agglomération, dans le département, même département limitrophe. Ce sont des villes où il y a une histoire, une forte histoire depuis des décennies. Et donc de cette histoire-là, c'est essayer évidemment d'amener toujours dans l'avenir ce côté émotionnel et de sport de haut niveau, pour que l'histoire puisse perdurer. Donc c'est en deuxième division, c'est en première division, évidemment que si le club peut aller en première division, ça se refuse pas. Après, il faut avoir une organisation qui puisse nous permettre
d'y rester, au moins de développer un peu plus. C'est quelquefois les problèmes qu'on peut rencontrer. On a rencontré, on est monté une année avec Agen, super, l'année de Pro D2, ça s'est bien passé, superbe. L'année d'après, on ne gagne pas un match en top 14. C'est très dur. Et tu vois que le public, et ça se comprend, hein, y a un peu moins de monde de temps en temps, mais parce qu'il y a le public local qui est là, mais il y a du public qui vient aussi dans ces clubs-là, qui habite à 50 km, qui habite même plus loin. Et donc, à un moment, toi, tu viens voir un match pour... il peut y avoir des défaites, ça c'est clair, et il faut l'accepter. Une défaite, ça te permet aussi normalement de pouvoir essayer de voir comment tu peux mieux faire après. C'est important. Mais avoir de voir un club qui gagne des matchs aussi, qui te fait plaisir par le jeu qu'il pratique, mais il y a un côté agréable. Et dans les matchs de rugby, j'irai un peu plus loin aujourd'hui, il y a le sport et la convivialité. Et on voit que les clubs se sont organisés pour qu'il y ait des espaces de rencontres, quelles que soient les finances, des différents espaces de rencontres pour qu'il puisse y avoir justement l'avant-match agréable, être à l'abri s'il le faut. Et, quand il y a des moments où il pleut, voilà, l'histoire de la mi-temps c'est un peu court, mais l'après-match aussi, passer un peu de temps avant de rentrer, pouvoir discuter, dire ce qui est bon, pas bon. Voilà. Les critiques, les critiques, il y en a toujours, mais les critiques c'est le bon et le pas bon. Parce que quand on parle de critique, on pense toujours au négatif. Non, la critique c'est aussi ce qui est bon, ce qui a été bien fait. Voilà, ce sont des moments de rencontre. Au-delà de la rencontre de 80 minutes, eh bien, souvent, ça dure beaucoup plus longtemps. Et quand tu as une organisation par l'infrastructure qui permet d'avoir ces instants-là avant et après aussi, c'est vraiment une longue soirée que tu passes avec des amis ou des fois aussi avec des supporters de l'équipe adverse. Il y a ce côté qu'il faut, on peut le souligner parce que c'est vrai. Et on le regrette quand ça ne se passe pas bien dans un stade et qu'il y a de l'agressivité dans les terrains de rugby, à part quelques coups de sifflet qu'il peut y avoir par rapport à l'équipe adverse, tout ça, ça arrive, des trucs comme ça. Il y a pas on ne voit pas le côté agressif, on supporte ses propres équipes. À la fin des matchs, les joueurs se serrent la main. Derrière, les supporters, ils partent chacun de leur côté, c'est normal. Il y a pas de... C'est dommage ce qu'on voit des fois dans d'autres disciplines et heureusement qu'il y a des choses qui sont prises en compte pour qu'il y ait une amélioration, qu'on ne voit plus certaines agressivités qui existent, quoi, parce que le monde du sport, c'est un monde où eh bien, il doit y avoir du partage. Le partage, des fois, ça se fait effectivement avec l'adversaire et donc si jamais... on ne maîtrise pas ces moments-là, mais ça peut partir. Voilà. Je n'ose pas dire le mot, quoi, mais vous avez compris. Ça peut partir en, voilà, en cacahuète. Voilà. En cacahuète, exactement. En cacahuète, si on veut, ça commence pareil, quoi. On va élargir un peu, on va passer aux sélections. Philippe, c'est là 3 Coupes du Monde au compteur. Jean-Pierre Pagès, le gueule de rugby, le tome 1, 2, 3, 4 a été fait en marge de cette Coupe du Monde. Raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé justement d'aller à la rencontre de tous ces internationaux. Et après, on parlera d'un sujet qui fâche, le 15 de France, Philippe. J'ai pas compris. Comment tu as choisi les internationaux au fil des pages? Ils se choisissent automatiquement en connaissant l'histoire du rugby français au fur et à mesure. Évidemment, on ne connaît pas tous les internationaux parce qu'un international, c'est aussi une sélection. Donc, quand on regarde la liste de la Fédération française de rugby de tous les internationaux, il y en a plein qu'au départ, on ne connaît pas. Évidemment, on connaît les plus fameux, comme on dit. Ça se fait naturellement, la construction d'un tome, c'est un tournage. On commence les tournages fin janvier, début février, jusqu'à fin septembre. Et on établit une carte des tournages. On commence à
à Clermont-Ferrand. Donc cette relation avec les anciens de chaque club, les clubs, et on établit les listes, et parmi cette liste, eh bien, il y a des gens qu'on connaît, les internationaux, les équipiers, etc. Mais on a essayé évidemment, en fonction de l'ensemble des tournages, de répartir les légendes. S'il y a toutes les légendes dans un tome, c'est plus compliqué ensuite, comme on dit, les bankable ou les têtes de gondole, il faut les répartir. Donc on répartit le territoire, on revient 2 fois dans des clubs, on est venu 2 fois à Brive, ça veut dire qu'il y avait quand même du matériel, comme on dit. Il y avait les historiques dans le tome 1, et je pense à une belle image de Roger Fitt qui... je pense que c'est la dernière interview vidéo que l'on fait. Alors on tourne un petit peu en boucle, le pauvre Roger, mais il a eu une ouverture, une fenêtre de 3 minutes exceptionnelle à travers ses souvenirs, et on a gardé évidemment ces 3 minutes où il est valorisé et où il pleure. Il se rappelle de Rossignol, il se rappelle de son papa, il se rappelle de plein de choses, et je trouve ça magnifique. Pour parler de Brive, ses souvenirs, David Venditti, qui est extraordinaire. On parlait de la reconversion des fins de carrière où les lumières s'éteignent à un moment donné, où on ne marche plus de la même façon dans les rues de Brive, on ne marche plus au milieu en entendant les bravos, bravo David, et là on marche plutôt du côté mur en disant pourvu qu'on ne me reconnaisse pas parce que je suis parti sur autre chose. Et là c'est un petit peu symptomatique du rugby, de la reconversion de certains joueurs. Et puis l'histoire du rugby à Brive, les anciens, Pierrot Villepreux, les Besson, les Marot, alors les Marcel Puget aussi, qui étaient un petit peu dans le même cas que Roger. Il n'avait plus tout à fait, il était un peu dans son monde à un moment donné. Et puis je trouve ça magnifique parce que avec plein de tendresse, je pose une question à Marcel au 3e degré en disant: Marcel, bon, Brive a besoin d'un demi de mêlée en ce moment, tu veux pas lui filer un coup de main? Et il a réfléchi, il s'est dit: mais bon, je suis un peu vu, mais pourquoi pas, si on me le demande, j'irai. Donc avec ce côté qui est magnifique, et lui pensait bien au 1er degré qu'en fait je vais filer un coup de main parce que le club il mérite bien que je m'entraîne, mais bon, je ferai pas le match en entier. Donc c'est magnifique ces rencontres. Et puis je parlais aussi en dernière interview vidéo d'Alain Estève, qui est décédé il y a 3 jours. Et là on est allé chez lui, et là aussi c'est l'histoire d'un joueur. Et quand on s'aperçoit que Gueule du rugby est véritablement un document d'histoire quand les anciens partent. Et quand au fur et à mesure, il y a des anciens qui partent, des gloires, et là on se dit, il est gravé pour l'histoire dans une confession, et c'est ça en fait. Et tous les joueurs me disent, au-delà d'un document sportif et artistique, c'est un document d'histoire, et merci pour ça. Donc on le met en valeur, on respecte tous ces grands champions et qui ont construit chacun à leur niveau l'histoire du rugby français. Philippe, on profite de ta présence pour revenir évidemment sur la Coupe du Monde, la défaite de l'équipe de France en quart de finale face à l'Afrique du Sud. Ça rappelle forcément des mauvais souvenirs. L'Afrique du Sud, moi ça me rappelle que 1995 par exemple, où on perd en demi-finale. Un match, on perd de 4 points, tu peux gagner, tu as perdu, voilà, ça se passe comme ça. Abdel Benazi passe la ligne où il ne le passe pas. Bon, l'AC n'étant pas accordé, bon, il n'a pas passé. Mais peut-être que oui. Lui, il dit que oui. Donc moi, je suis derrière, donc j'essaie de pousser aux fesses, mais bon, je vois rien. Donc, Mais juste un truc, je t'interromps justement sur cette séquence. Abdel me dit, sur ça, pour couper court dans le vestiaire, il a dit: écoutez les mecs, j'en ai marre, vous dites ça, j'ai pas marqué. Voilà, comme ça, tout est réglé. Voilà. Mais non, mais c'est pour éviter qu'il y ait différentes discussions de ça, mais on en reparle quand même quelques années après. Bien sûr. Voilà, et on ne sait pas si les Sud-Africains ont marqué le dernier essai, s'il n'y a pas la main derrière. Mais
En tout cas, on voit bien et on sait bien, il y a un respect de l'arbitrage, tout le monde est allié derrière la ligne. Voilà, donc il n'y a pas eu de protestation ni rien. Mais c'était un match très serré aussi, comme cette année en 2023. Un match qui s'est joué à 3 fois rien, qui pouvait passer d'un côté comme de l'autre pour la victoire. Voilà, donc juste, je pensais quand j'écoutais, juste, je voudrais rajouter quelque chose. Une pensée anecdotique par rapport à Brive, parce que mon premier match international, je l'ai joué au centre. Non, c'est à l'aile, ouais. Mais alors c'est pas le premier. C'est en Roumanie. Ou alors c'est le premier match sur la deuxième saison. On joue contre la Roumanie avec l'équipe de France et je joue avec Pierre Chadebec au centre donc. Et donc c'est octobre 82. Ouais, j'avais commencé en janvier. Et sur ce match-là, il se trouve qu'au bout d'un quart d'heure, je vais pour plaquer un joueur. Je plaque, je suis au sol. Non, c'est pas ça. C'est un ballon, ouais, il faut revenir. C'est un ballon qui est tapé par donc un Roumain. Je contre le ballon, le ballon je me tombe au pied, je me couche pour récupérer le ballon et il y a un Roumain qui veut taper dans le ballon pour l'amener vers l'embut. Voilà, bon, mais il me prend la tête. Il n'a pas fait exprès, hein, c'est pas un truc. Et donc, je suis KO, mais je ne le sais pas. Enfin, je ne me rends pas compte ni rien. C'est au bout d'un quart d'heure. Et donc après, j'ai joué tout le match. Hein. Enfin, j'ai fini la rencontre. Ça veut dire que c'est un match où il n'y a pas eu trop d'initiative, de ballon à jouer, etc. Mais de ce moment-là, j'étais avec Pierre Chadebec, on ne se connaissait pas, enfin, juste depuis quelques jours donc, par rapport aux entraînements, et je lui posais beaucoup de questions, anormales. Et on est où? Et qu'est-ce qu'on fait? Et c'est qui en face? C'est quoi le score? Mais comme ça, 10 minutes après, c'est quoi le score? Qu'est-ce qu'on fait? Non mais il est répétitif comme ça. Et lui, c'est un super mec et tout, qui a de l'humour en plus. Tout ça. Et il disait aux collègues, parce que c'est ceux qui m'ont répété, il me dit, et le petit jeune là, il se fout de ma gueule là, il me pose toujours les mêmes questions là, il croit que je suis débile là. C'était génial. Enfin, moi, j'ai rien su de tout ça, je l'ai su qu'après. C'était un moment extraordinaire. Mais bon, moi, je suis réveillé le soir, enfin, dans l'histoire quand même, avec Daniel Dubroca qui était juste à côté de moi, dans le lit de l'hôpital. Enfin, non, pas de l'hôpital. J'étais revenu à l'hôtel. À l'hôtel. Et donc, bon, ça s'est pas trop mal passé après. Juste une autre anecdote, c'est que dans l'avion, l'hôtesse, ils avaient mis l'hôtesse dans le cou. Et elle est venue me voir, elle me dit... elle me dit, super, hein, hier soir. Et alors? Ouais, super, hier soir. On peut se revoir. Ouais, c'est sympa. Je te remercie. Ah, je dis, non, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Et je voyais les autres joueurs, ils passaient, ils se levaient, ils allaient aux toilettes, un truc comme ça, tu vois, ils faisaient, hey, Philippe. Ça a duré un certain temps comme ça. Et je dis, mais qu'est-ce que c'est? Donc je suis allé la voir, quoi, tu vois, je suis allé voir l'hôtesse. Et alors, hier soir, vraiment, et ça a duré tout le trajet. Quoi. J'avais des gouttes comme ça, je dis, c'est pas possible. Je me rappelais de rien, quoi. Mais comme j'avais été KO, toi. C'est les enfoirés quand même. Hein. Pour conclure ces échanges, on va passer à quelques questions-réponses. Si vous avez des questions pour Philippe, pour Jean-Pierre, n'hésitez pas. Bon, je mets devant. Bon, je ne vais pas les manger, t'inquiète pas. Bonjour. Voilà, donc la pénalité qui devait tirer Ramos, et donc a été contrée par le Sud-Africain,
Normalement, il n'était pas valable. Hein. Il aurait dû retirer la pénalité. Mais écoutez, il y a un arbitre qui a décidé, qui a décidé que la montée était valable, Pour les caméras. bien que on n'ait pas vu de vidéo. Bon, des caméras, il y en a partout, il y en a au-dessus, il y a des câbles, tout ça. Des fois, le ballon, d'ailleurs, il coince sur les câbles quand il y a open under. Il y a d'autres caméras, enfin, il y a pas mal de caméras pour regarder des ralentis. Mais si l'arbitre central ne demande pas le ralenti, eh bien, même si on a la technologie pour faire voir, eh bien, il n'y a pas de ralenti qui ont été observés à ce moment-là. Comme c'est filmé, C'est une erreur de l'arbitre parce qu'on en parle encore. On n'en parlerait pas si il y avait eu une vidéo montrée en disant voilà, il n'y a pas. Ouais, la montée est bonne parce que dans le moment où il est parti, Ramos, le joueur est parti aussi. On n'en parlerait pas aussi si on avait gagné. On n'en parlerait pas si on avait Moins, gagné. on en parlerait moins. On en parlerait en rigolant. Quoi, tu vois, mais là, sauf que là, c'est devenu catastrophique. Non, mais voilà, c'est. Mais sur ce match-là, alors qu'on a vu pendant la Coupe du Monde, on a vu quand même beaucoup de ralentis, des vidéos, etc. Sur un match de phase finale, pas du tout. C'est quand même anormal. Donc après, c'est le choix de l'arbitre central, c'est le patron. Tu vois, c'est même par rapport à l'arbitre vidéo. L'arbitre vidéo peut demander de voir le ralenti. Normalement, entre eux, tous, ils sont. Il y a une coordonnance, tu vois. Mais là, on n'a pas vu de vidéo. Alors que sur beaucoup de matchs, la plupart d'ailleurs, il y a eu des ralentis. Ça prend un peu de temps, mais c'est quand même mieux de voir, de savoir exactement. S'il n'a pas fauté le Sud-Africain, eh bien, tant mieux pour eux. Voilà. Mais bon. Et aujourd'hui, mais il n'a pas fauté, puisque ça n'a pas été repris derrière. Voilà, c'est tout. Il faut en venir là. On va prendre une autre question, peut-être. Bonjour messieurs. Alors moi j'ai une question pour Philippe. Est-ce qu'il y a un joueur contre qui vous avez joué et que vous craignez un petit peu, du style Danny Gerber, le Sud-Africain, ou lorsque vous rentriez sur un terrain, ça peut être une partie de plaisir, quoi. Voilà, merci. Donc dans les joueurs, moi j'ai commencé assez jeune et j'ai joué très rapidement face à Narbonne où il y avait plein de bons joueurs derrière. Il y avait notamment Codor qui était l'international du moment. Et sur cette rencontre-là, plutôt que de fouetter, quoi, je me suis bien préparé, ou préparé plus encore que sur une autre rencontre, parce que c'est anticiper, c'est très très important par rapport aux différents joueurs contre qui tu joues, savoir comment ils jouent exactement pour essayer d'anticiper le mieux aussi après sur le terrain. C'était un match qui a été difficile, mais ce côté de pouvoir être à la hauteur du joueur international que tu joues, c'était la priorité. Tu vois, et sur la rencontre, bon, c'était un peu comme ça. Chacun a joué avec ses arguments. Mais le match, après, collectivement, bon, on a gagné la rencontre. Mais le plaisir déjà de rencontrer le joueur international. En fait, il y avait Didier Codor et il y avait aussi Sangali. Et donc, ouais. Un ancien international aussi, il était plus d'un, mais qui était donc waouh. Quand on est dans cette situation-là, c'est ça, c'est vouloir être à la hauteur par rapport aux beaux joueurs que tu as en face. Tu vois, c'était des bons joueurs, des joueurs qui avaient la classe, etc. Et après, ils sont devenus des amis. On a fait un séjour à l'étranger chez Sangali, justement, qui a habité à l'étranger un certain temps, donc pour se retrouver. Donc, et on n'est pas du même club. Tu vois, c'est ça qui est chouette aussi, quoi, de pouvoir. Mais Didier Codor fait partie de ceux qui inspirent, quoi, tu vois. Après, moi, j'ai joué en France contre Denis Charvet, que j'aimais bien aussi. Alors, il y a Denis, Eric Bonneval, qui étaient avec ils ont des jeux sensiblement
différents, toi, ok. Mais ce sont des beaux joueurs, des bons joueurs. Et c'était voilà, agréable de jouer contre des joueurs comme ça. Dans le rugby international, ouais, dans le rugby international, il y avait l'Irlandais. Bon, j'ai perdu le nom, mais il y avait un Irlandais qui était costaud. Mais tu parles d'un joueur. Son fils est venu jouer à Agen. Il a joué un petit peu à Agen, le fils. Donc, ce Sud-Africain, c'était le trois quarts centre international du moment où il était considéré comme le meilleur trois quarts centre. Et j'ai eu la chance de le jouer une fois avec les Barbarians français contre les Sud-Africains. C'était très très dur. Et j'ai joué une autre fois en Angleterre avec les Barbarians britanniques contre justement une équipe d'hémisphère sud. Très très compliqué, très dur, très compliqué, solide. En fait, il avait un peu toutes les qualités de la vitesse, mais dans la vitesse, pas le sprint pur, mais les changements de rythme, de très bons appuis et solide du haut, un gars difficile à mettre au sol. Et c'est ça qui est compliqué quand on joue certains joueurs, c'est essayer d'empêcher à ce jour-là d'avoir de l'espace, donc d'avoir des montées rapides pour faire en sorte de le gêner dans ce qu'il est de points forts. Mais bon, il y en a eu quelques autres aussi, mais effectivement, ce joueur sud-africain, il fait partie de... Et c'est un plaisir parce que il y a l'Afrique du Sud, vous savez, comme il y a eu ces moments avec les problèmes en interne et d'apartheid, il n'y a pas eu de match pendant un certain temps et donc des tournées annulées, tout ça. Donc de ces matchs-là avec les Barbarians, ça nous a permis d'avoir quelques échanges aussi. Parce que après, ce milieu du sport doit rester dans le sport par rapport à ce qui peut se passer aussi autour. Mais effectivement, après, il peut y avoir cette confusion et de dire non... il associe le sport à ce qui se passe dans le pays. Le ballon. Passe-moi le ballon. Ouais, mais toi, il ne faut pas confondre le côté politique avec le côté sportif. Mais bon, chacun a le droit de penser. C'est comme aujourd'hui avec ce qui se passe avec le Moyen-Orient, quoi. Merci Philippe. On ne pourra pas prendre d'autres questions. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez aller voir Philippe Sella et Jean-Pierre Pagès qui sont au stand L20. Et au stade aussi. Qui sont aussi au stade. Merci d'avoir été avec nous et à très bientôt sur Corrèze Télévision. Retrouvez tous les forums des lecteurs sur corrèze.tv.